Hop hop hop, pas si vite. La vidéo que vous vous apprêtez à visionner est tirée directement des informations contenues dans le référentiel national de premier secours en équipe, un gros pavé que j'ai essayé ici de rendre un peu plus digeste. Mais elle ne remplace en aucun cas une formation paramédicale ou de premier secours en bonne et due forme. De plus, au moment où vous allez la regarder, elle n'est peut-être déjà plus à jour, ce référentiel évoluant régulièrement. Je ne peux donc que vous inviter à aller directement sur le site du ministère de l'Intérieur télécharger les dernières recommandations en vigueur. Merci de votre confiance et bonne vidéo. Cette vidéo traite du bilan. C'est un mot qui vient de l'italien bilanciare, qui traduit la notion de peser, d'équilibrer. Et donc, c'est le fait de peser l'état d'une situation, le résultat d'une action ou d'une opération. Appliquée au monde du premier secours, c'est donc une phase de recueil d'informations. Elle permet l'évaluation d'une situation, bien sûr dans son ensemble, mais également d'une ou de plusieurs victimes. Le bilan est donc indispensable à toute action de secours. En effet, il va conditionner l'ensemble de l'opération de secours qui va suivre. D'un bon bilan découle une bonne opération de secours. La réciproque est malheureusement vraie. Si lors de la phase de bilan, vous ratez des informations ou vous partez dans une mauvaise direction, votre opération de secours sera très difficilement efficace. Alors, quand est-ce qu'on fait ce bilan ? Eh bien, durant toute l'opération de secours. Il commence dès l'arrivée sur les lieux d'intervention, avant même d'avoir accédé à la victime, se poursuit et se complète durant toute la durée de l'intervention. Comment ? Avec rigueur. Ce bilan, il se doit d'être structuré, pour être sûr de ne pas rater une information. On verra plus tard qu'il y a plusieurs moyens de structurer notre bilan et d'avoir des aides mémotechniques, pour ne rien oublier. Cependant, il doit également être suffisamment rapide pour ne pas retarder l'action de secours et des gestes qui devraient être urgents. C'est donc encore une fois cette notion d'équilibre. Alors pourquoi ? Eh bien, le but du jeu va être d'assurer la mise en sécurité, d'abord des intervenants, de là où des victimes, des témoins et des lieux. Ensuite, de rechercher des détresses, on pense bien sûr aux détresses vitales, mais également, après coup, l'évaluation globale de l'état physique et psychique de la victime. Elle permet également la mise en œuvre de la conduite à tenir appropriée au bon moment. Sa transmission au poste de commandement ou au médecin régulateur permet à ceux-ci d'évaluer la situation, d'adapter leurs réponses et donc de décider de l'avenir de la victime, de la suite de l'intervention. Enfin, elle permet de suivre l'évolution de l'état de la victime. Ce bilan respecte des grands principes. D'abord, on va toujours s'intéresser au global pour rentrer ensuite dans le détail. On va rechercher et traiter en priorité le danger le plus important, ce qui va tuer en premier notre victime. Enfin, on fonctionne en cercle de contrôle continu, de l'abord de la victime jusqu'à la fin de l'intervention, en évaluant, en appréciant, en mesurant les fonctions vitales, en agissant, en contrôlant notre action, puis en réévaluant. Ainsi de suite, on va rentrer de plus en plus dans le détail. Alors, cette façon hiérarchique de fonctionner, elle peut porter plusieurs noms. Si on respecte les recommandations de décembre 2022, les dernières à être sorties, on va parler de premier regard, second, troisième, quatrième, et dans chaque regard, les éléments recherchés vont être différents et vont rentrer de plus en plus dans le détail. Mais au final, ça ne change pas grand-chose par rapport aux recommandations précédentes, qui parlaient, eux, de bilan circonstanciel, de bilan d'urgence vitale, de bilan complémentaire et de bilan de surveillance. On va voir par la suite quelles sont les différences entre ces deux manières de fonctionner et ce que recouvre chaque item. Il est cependant important de préciser que l'attitude et le comportement des secouristes vont avoir un impact direct sur ces bilans. De votre comportement dépend la qualité des informations que vous allez pouvoir recueillir auprès de la victime, auprès des témoins, et donc de la prise en charge. Les techniques d'abord de la victime, des témoins et plus globalement du comportement attendu du secouriste sont traitées dans un autre chapitre. Je vous laisserai vous y référer.
L'ensemble des informations qu'on a recueillies lors de cette phase de bilan, ainsi que toutes les actions qu'on a mises en œuvre lors de notre action de secours, devront être consignées sur une main courante, qu'elle soit physique ou à l'aide d'un logiciel adapté, mais également sur un document récapitulatif qu'on appelle la fiche bilan et qui devra impérativement être transmise à l'équipe qui poursuit la prise en charge. Vous avez survécu aux généralités sur les bilans, félicitations! Bon, fini de tourner autour du pot, on s'intéresse maintenant au premier bilan, le premier regard ou le bilan circonstanciel. Mise en situation. Vous venez d'arriver sur le lieu de votre intervention. Que faites-vous? Vous courez au ralenti vers votre victime, un sac à la main? C'était l'erreur à ne pas faire. La première chose à faire lorsqu'on arrive sur le lieu d'une intervention n'est pas de se précipiter sur la victime, mais d'effectuer un bilan circonstanciel ou, si on préfère parler en regard, un premier regard. En quelques secondes, ce bilan a pour objectif d'identifier les circonstances de survenue de l'incident ou de l'accident qui a mené à notre intervention. D'où l'ancien nom, bilan circonstanciel. À l'aide de ces circonstances, on va pouvoir identifier si les informations initiales qui nous avaient été transmises étaient justes ou pas. De savoir si on est en sécurité sur les lieux d'intervention, d'identifier les dangers ou les risques. De s'assurer du nombre de victimes qui sont à prendre en charge et d'appeler, si besoin, des moyens complémentaires. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on observe le lieu de notre intervention, la scène. On interroge les victimes. La question, les victimes ou les témoins, hein. La question à se poser, c'est donc que s'est-il passé? Le but du jeu, c'est d'avoir un film, un résumé des événements assez rapidement. Une fois qu'on a ce film, on le compare avec nos infos initiales. Notre ordre de mission, si on peut parler ainsi. S'ils sont justes, pas de souci. S'il y a une incohérence, attention, ça doit nous alerter. Est-ce qu'on est sur la bonne intervention? À titre personnel, ça m'est déjà arrivé de partir en intervention dans la direction qu'on m'a donnée, de tomber sur une femme au lieu d'un homme qui présentait un malaise au lieu d'un trauma. Je m'étais tout simplement trompé de victime. C'est lorsque j'ai informé le PC qu'on s'est rendu compte de l'erreur et qu'on a pu faire partir une deuxième équipe vers la première victime. Autre chose qui doit nous alerter, c'est cette histoire de sécurité. Il faut rechercher des dangers. Des dangers qui pourraient être évidents. Un véhicule accidenté qui est en train de prendre feu, quelqu'un qui est violent, une structure qui est instable, mais également les dangers moins évidents. Un risque électrique, toxique, ou alors des gens qui sont impactés psychologiquement. Et d'identifier les personnes exposées. On va s'assurer également qu'on a identifié la totalité des victimes. Et donc d'avoir leur nombre et leur localisation. Ça peut paraître évident comme ça, mais ça peut nécessiter une certaine reconnaissance autour des lieux, à l'aide des circonstances qu'on a pu obtenir, de savoir s'il n'y a pas une victime qui a été éjectée et qui est cachée dans un fourré, par exemple sur un accident de la route. Tiens, aparté, sur les accidents de la route, si vous avez un siège enfant dans la voiture, pensez à regarder sous les sièges. Le but du jeu va être de pouvoir appeler des renforts si besoin est. Ça nous amène donc sur la notion de moyens complémentaires. Et oui, si on a plusieurs victimes, il va nous falloir des renforts en premier secours. Si on a un danger persistant, je prends l'exemple d'un incendie, il va falloir une équipe spécialisée dans la gestion des incendies. Si on a une personne qui est violente, un appel aux forces de l'ordre pourra être intéressant pour aider à gérer ces personnes violentes. Cette notion de sécurité des lieux d'intervention est primordiale. En effet, sauver ou périr, c'est une superbe phrase. Par contre, stratégiquement, c'est absolument pas intéressant. Si vous êtes mis hors circuit par un danger ou un risque, vous ne pouvez plus porter secours à votre victime. Or, je vous rappelle que c'est pour ça que vous êtes là. Une fois qu'on a rassemblé l'ensemble de ces informations, il y aura des actions à faire. Concernant les circonstances, on va les transmettre. Les informations initiales, si jamais elles ne sont pas bonnes, on va les transmettre également. Sur la notion de sécurité, on va assurer la protection des lieux d'intervention. Ça peut être face à un risque infectieux de s'équiper des équipements de protection individuelle. Ça peut être tout un tas de choses qui sont traitées d'un coup dans le chapitre dédié à la protection. Et bien sûr, on va transmettre ces informations. Concernant le nombre de victimes, on peut appliquer la procédure de nombreuses victimes si le cas se présente, et transmettre également. Si besoin de moyens complémentaires, eh bien sûr, il va falloir faire une demande immédiate de renfort. Il faut anticiper le fait que ces renforts vont mettre un petit peu de temps à arriver sur l'intervention. Plus tôt on les demande, plus tôt ils seront présents. Vous notez que la notion de transmission est primordiale. Dès que ce bilan circonstanciel est fait, on peut d'un côté approcher la victime et commencer notre action de secours, et de l'autre, faire un bilan flash à notre autorité. Alors, si jamais on est une équipe autonome, pas besoin.
c'est notre chef d'équipe, il est présent, il a pris les informations en même temps que nous. Mais si celui-ci est sous l'autorité d'un poste de commandement, il sera temps pour lui d'utiliser la radio. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de transmettre ces informations. Il n'y a rien de pire lorsqu'on se situe, nous, au PC, de savoir qu'une équipe est engagée sur intervention, qu'elle est arrivée sur les lieux, et de ne pas avoir d'infos. Le temps nous paraît très très long. PCPC de Alpha Unité, nous sommes arrivés sur les lieux d'intervention. Il s'agit bien d'un accident VL contre deux roues. Contrairement aux informations initiales, 2 victimes à déplorer. La route est passante et représente un risque. Nous demandons un renfort force de l'ordre ou véhicule de présignalisation pour la sécurité, ainsi qu'une deuxième équipe pour la deuxième victime. De Alpha Unité terminé. Ou alors quelque chose comme ça. Chef d'équipe de binôme, sommes bien arrivés au niveau des toilettes des hommes, prenons en charge la victime présentant un malaise conformément aux informations initiales. Il n'existe pas de danger, pas besoin de renfort pour le moment. Une fois ce bilan circonstanciel terminé, une fois ce message flash parti au PC, on peut enfin s'intéresser à notre victime. Alors, ce bilan d'urgence vitale, ce premier bilan au contact de notre victime, il se fait quand ? En théorie, dès que la zone d'intervention est sécurisée et qu'on a fini notre bilan circonstanciel. En pratique et en fonction des cas, des fois il peut se dérouler en parallèle d'une sécurisation de la zone d'intervention. Pourquoi ? Afin de pouvoir identifier rapidement une détresse vitale plus ou moins évidente et réaliser les gestes de secours d'urgence adaptés à la conduite à tenir. Il permet également de demander un avis médical précoce si jamais une détresse vitale est repérée. Alors comment ? En 2 phases. Une première d'observation globale de notre victime, qui nous permet de repérer des détresses vitales évidentes et de pouvoir les traiter aussitôt. Et une deuxième où on va aller vérifier, apprécier les fonctions vitales de notre victime afin de pouvoir déceler une détresse vitale un peu moins évidente. C'est les notions de deuxième et troisième regard si on suit la nouvelle nomenclature. Ces deuxième et troisième regards peuvent tout à fait être suivis selon le schéma X, A, B, C, D, E, F, eux-mêmes tirés de l'Advanced Trauma Life Support. Pas d'inquiétude, je le détaille juste après. Ce deuxième regard, c'est celui qu'on va enfin porter sur la victime. Ça va nous permettre d'apprécier sa globalité. Est-ce que c'est un homme, une femme ? Est-ce qu'elle est âgée ? Est-ce que c'est un nourrisson ? Est-ce qu'elle est allongée ? Est-ce qu'elle est debout ? Est-ce qu'elle nous parle ? Est-ce qu'elle paraît inconsciente ? Et on va également s'intéresser à des détresses vitales qui seraient évidentes. Bien sûr, une hémorragie externe, abondante, devra être traitée immédiatement. C'est également le moment où on va pouvoir identifier et désobstruer une obstruction des voies aériennes. Mais également une libération des voies aériennes, en effectuant par exemple une bascule prudente de la tête en arrière, le cas échéant. Si jamais elle porte un casque, le retrait de celui-ci. Si jamais notre victime est sur le ventre, le retournement. Et si jamais notre victime est inconsciente et ne ventile pas, on démarre aussitôt une réanimation cardio-pulmonaire. Bien sûr, en parallèle, on transmet au médecin régulateur l'ensemble des détresses vitales et des gestes que nous avons effectués, et la demande de renfort si jamais besoin était. Dans le système ABCDE qu'on a déjà évoqué, ces phases correspondent dans le coup au X pour l'hémorragie, X-sanguination, et au A pour Airways, la libération des voies aériennes. Alors, ça paraît extrêmement long dit comme ça, mais ça peut se faire en vraiment quelques secondes. Une victime qui s'avance vers vous, marchant en vous parlant, vous savez déjà qu'elle respire, qu'elle est consciente, et on peut directement s'intéresser à la plainte principale de la victime. Alors, si la victime est en état de nous le dire, bien sûr, la questionner. Mais on peut également l'observer. Une attitude douloureuse, un essoufflement, quelqu'un qui manifestement présente une souffrance psychique, une vigilance altérée, ou alors des lésions traumatiques évidentes. Ça nous permet d'identifier ce qu'on appelle la plainte principale de la victime, la nature principale d'intervention. En fonction des informations qu'on a recueillies à ce moment-là, on peut positionner notre victime en position d'attente. Et oui, ça fait l'objet d'un chapitre par ailleurs. C'est aussi à ce moment-là qu'interviendra le maintien-tête et la stabilisation du rachis si jamais dans ces premiers éléments, on a des raisons de penser qu'il y ait pu y avoir une atteinte. Une fois que ceci est fait, on a maîtrisé le plus grave. On a plus ou moins identifié notre victime,
même si ça reste à creuser. On sait qu'il n'y a pas de détresse vitale évidente. On a écouté notre victime, on l'a mise en position d'attente. Et on a contrôlé que nos actions ont été efficaces. Et oui, souvenez-vous ce qu'on disait dans les grands principes du bilan. L'évaluation se poursuit si besoin d'une action, en l'occurrence, ici, sur notre hémorragie, on l'a arrêté. On contrôle, effectivement, le sang ne coule plus, tout va bien, et on continue l'évaluation. C'est toujours une espèce de cercle concentrique qui se rassemble en son centre, mais c'est pas exactement ce que veut dire concentrique. Alors souvenez-vous, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un alphabet bizarre, l'ABCDE, ou le XABCDEF, on comprend pas trop. Je vous ai déjà dit que le X, c'était pour Exsanguination. Le but du jeu, c'est donc les détresses vitales évidentes, c'est notre premier regard. Alors, à quoi servent les autres lettres ? Eh bien justement, à s'organiser pour pouvoir continuer notre bilan dans un sens logique et pour être sûr de ne rien oublier. En plus de ça, c'est une technique qui est utilisée également par les paramédicaux et les médicaux et dans énormément de pays de culture occidentale. Ça permet donc de travailler avec des collègues étrangers et d'être sûr que tout le monde fait les choses dans le même ordre. Voyons un petit peu comment est-ce que ça se passe. Avez-vous déjà vu une molécule d'oxygène ? Non, moi non plus, c'est beaucoup trop petit. Mais grosso modo, on pourrait la simplifier ainsi. Et si O est le symbole de l'oxygène, vous allez me demander pourquoi est-ce que dans nos bouteilles, on nous dit que ce sont des bouteilles d'O2 ? Parce qu'à l'état naturel, cette molécule est plutôt présente sous cette forme, une molécule de dioxygène. Et en vérité, oui, c'est beaucoup plus petit. Alors comment se comporte l'oxygène ? Il va rentrer dans le corps humain via les voies respiratoires, en anglais airways. Depuis les voies respiratoires supérieures, il va descendre dans le poumon, B pour breathing, d'où il va passer dans la circulation sanguine. Circulation, C. Celui-là, il est facile à traduire. Un des plus gros consommateurs d'oxygène du corps humain, c'est le cerveau, ici représenté par la lettre D, disability, qui représentera donc la fonction neurologique. Vous allez me dire, cette molécule a fini par sortir à un moment donné si elle n'est pas complètement consommée. Et oui, elle redescend via la circulation veineuse dans les poumons, puis est rejetée dans l'air que nous expirons. L'environnement, E, ou exposure. En suivant cette technique, donc en analysant d'abord les voies respiratoires, puis la fonction respiratoire en elle-même, puis la fonction circulatoire, puis la fonction neurologique, puis l'environnement extérieur, au cours de nos deuxième, troisième et quatrième bilans. L'objectif donc de cette technique est de traiter en priorité ceux qui tuent en premier, de façon à pouvoir régler au fur et à mesure les problèmes les plus urgents et d'augmenter les chances de survie de notre victime. Alors dans les faits, comment est-ce que ça va se passer ? Intéressons-nous à nos trois fonctions vitales principales, la fonction respiratoire, circulatoire et neurologique. Au cours de notre deuxième bilan, on l'a vu, on a déjà vérifié la présence d'une ventilation, désobstruer ou libérer les voies aériennes si besoin était. Pendant qu'on apprécie, notamment chez un inconscient, la respiration, c'est une technique qui est présentée lors des formations de premiers secours que je ne compte pas forcément aborder ici. Si toutefois ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, lorsqu'on apprécie la fonction respiratoire, on va également rechercher la présence d'un pouls. Alors, ces gestes ne doivent pas, cependant, durer trop longtemps. Là, on parle de quelques secondes et il ne faut pas que cette recherche d'un pouls, si jamais on galère à le trouver, vienne retarder ce deuxième regard. Et on va évidemment rechercher la présence d'une conscience. Idem, c'est une technique bien particulière qui vous sera présentée soit en formation, soit dans une prochaine vidéo. Au cours de notre troisième regard, donc, on va s'intéresser un peu plus dans le détail. On va donc chercher à apprécier d'abord la fonction respiratoire. Est-ce que la victime s'en plaint ? Est-ce qu'elle est très rapide ? Est-ce qu'elle est ample ? Est-ce qu'elle est régulière ou pas ? On va rechercher à savoir s'il y a une modification de la coloration de la peau et des muqueuses, cette couleur bleutée qu'on appelle la cyanose, mais également des bruits respiratoires qui seraient anormaux. D'une façon normale, une personne respire amplement, avec un mouvement environ toutes les 5 secondes, elle arrive à parler sans aucune difficulté, et elle a une coloration de la peau qui est habituelle. Lorsqu'on continue à apprécier notre fonction circulatoire, on va également chercher à savoir si la victime s'en plaint. Si on a pris un pouls, on va pouvoir apprécier rapidement sa qualité. Au cours de la recherche de la fonction neurologique, on va chercher à apprécier le niveau de conscience.
la cohérence du discours de la victime, son orientation spatio-temporelle. Puis vient le moment de notre quatrième regard. On est d'accord que si on a jusqu'à alors observé une détresse vitale, on a pris les mesures qui s'imposaient et on a transmis au médecin régulateur si besoin est. Donc, au cours de ce quatrième regard, là, on va rentrer un peu plus dans le détail. On a fait un premier passage rapide qui nous a permis d'éliminer une menace immédiate, et donc on va pouvoir rechercher une menace un peu plus discrète, quelque chose qui serait en cours d'évolution et qui serait en train d'aggraver l'état de notre victime. C'est là qu'on va pouvoir sortir nos beaux outils de premier secours et mesurer d'un coup, concernant la fonction respiratoire, la fréquence respiratoire. N'apprenez pas nécessairement les valeurs par cœur, si ce n'est au moins celles de l'adulte, on sait que de 12 à 20. Retenez cependant que plus on descend en âge, plus on a tendance à respirer rapidement. Et donc la saturation pulsée en oxygène, c'est-à-dire le pourcentage, entre guillemets, c'est exprimé sur un pourcentage, l'efficacité de nos transferts d'oxygène au niveau des capillaires sanguins, là où l'oxygène rentre dans les cellules. Cette saturation pulsée en oxygène, elle doit se situer entre 94 et 100%. Elle ne peut pas aller au-delà de 100%. Si sur un appareil de lecture, sur un oxymètre de pouls, vous voyez plus de 100%, c'est que vous êtes en train de regarder le pouls. Alors, un petit bémol à apporter sur cette valeur de 94%, effectivement, en dessous, elle déclenche, en tout cas dans les réflexes secouristes, la mise en place d'une oxygénothérapie. Cependant, on a certaines pathologies qui peuvent faire en sorte que votre poumon de base est abîmé et que vous ne retrouverez jamais une valeur à 100% chez ces personnes, notamment chez ce qu'on appelle les BPCO, donc les bronchopathies obstructives chroniques. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander à la personne quelle est sa valeur de référence. Si elle vous dit qu'elle se situe bien, elle, entre 85 et 90% de saturation en oxygène, c'est la valeur que vous devrez viser. Si on continue à mesurer, au niveau de la fonction circulatoire, on va pouvoir s'intéresser d'un coup à la fréquence cardiaque, au temps de recoloration cutanée et à la pression artérielle. La fréquence cardiaque, un peu comme pour la fréquence respiratoire, il est important de retenir que plus on descend en âge, plus cette fréquence est élevée. Si un adulte frappe à 70 mouvements minute, c'est pas inquiétant. Si toutefois c'est un nouveau-né ou un nourrisson qui frappe à 70 mouvements minute, il est temps de vous dire qu'effectivement il est qu'il est bradycarde, qu'il frappe trop lentement. Toutefois, certains sportifs, chez les adultes en tout cas, certains grands sportifs, certaines personnes peuvent avoir naturellement une fréquence cardiaque assez basse. Donc même chose, si vous pouvez communiquer avec votre victime et qu'elle vous dit qu'elle elle frappe habituellement à 40 au repos, si vous trouvez une valeur approchant, c'est pas forcément inquiétant. Concernant le temps de recoloration cutanée, il se prend donc au bout du doigt, il se mesure sous le lit de l'ongle et il doit être inférieur à 2 secondes. Alors, effectivement, encore une fois, un petit bémol à apporter sur cette magnifique valeur. S'il fait froid, si la circulation au niveau du bout des doigts est perturbée par une pathologie ou par l'environnement, ça ne sera pas forcément quelque chose sur lequel vous devrez vous appuyer. Concernant la pression artérielle, qui donc se lie en millimètres de mercure. Alors cette valeur, même chose, je vais y apporter un gros bémol, telle que présentée dans les référentiels de premier secours, elle se situe pour une systolique à 100 et une diastole à 80. Alors oui et non, ça c'est assez variable d'un individu à l'autre. Le mieux c'est de comparer par rapport à la valeur qu'a la personne habituellement. Il y a des personnes qui sont hypotendues et des personnes qui sont hypertendues. Il y a des traitements qui existent, qui peuvent avoir pris ou pas. On s'y intéressera plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à demander à la personne quelle est en général sa pression habituelle. Et concernant la fonction neurologique, on a également des scores. La VPU, le Glasgow, les scores AVC. Alors ça, c'est assez propre à chaque structure. Je ne peux donc que vous inviter à vous rapprocher de votre structure pour savoir quel est le score en gros que vous utilisez. Classiquement, on retrouve assez facilement la VPU, qui est de l'anglais pour Alert, Voice, Pain and Unresponsive, qu'on peut traduire en français par éveillé, voix, douleur et réactive. Le but du jeu, ça va être donc de classer en fait notre victime. Si elle est éveillée, tout va bien, elle est en A. Si toutefois elle ne se réveille, elle ne vous répond que lorsque vous la stimulez, elle est donc réactive à la voix, en V.
mais elle peut aussi être réactive uniquement face à un stimulus douloureux, donc en P, ou alors avoir une absence complète de réaction, donc en U. Un autre score qui sera beaucoup utilisé, c'est le score de Glasgow. On le détaille juste ici. Alors le score de Glasgow, ou le GCS, le Glasgow Coma Score en anglais, c'est un tableau un peu barbare qui se présente comme suit. On va pouvoir coter de 1 à 6 trois facteurs qui sont la réponse oculaire, la réponse verbale et la réponse motrice. Ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est un peu une super version améliorée de la VPU. Concernant la réponse oculaire, s'il n'y a aucune ouverture des yeux, même en cas de stimuli douloureux, c'est une cotation à 1, aucune. Si les yeux sont fermés et ne s'ouvrent que quand un stimulus douloureux est pratiqué, c'est donc une réponse à la douleur en 2. S'ils sont fermés et ne s'ouvrent que lorsqu'on stimule la personne sans lui faire mal, on lui demande de le faire, elle les referme derrière, c'est une cotation à 3. Enfin, si le regard est normal, spontané, c'est une cotation à 4. Concernant la réponse verbale, en V, la personne ne parle pas, aucun son ne sort de sa bouche, même en cas de stimuli douloureux, c'est une réponse nulle, donc aucune 1. Si la personne n'émet que des grognements, elle marmonne spontanément ou à la douleur, c'est une cotation à 2. Si les réponses ne correspondent pas du tout aux questions, elles sont donc inappropriées, c'est une cotation à 3. Si la personne est confuse, elle commet des erreurs, elle se répète, elle est mal orientée dans le temps et dans l'espace, c'est une cotation à 4. Et si la personne est tout à fait orientée, c'est une cotation à 5. Passons à la réponse motrice. Eh bien, vous vous en doutez, lorsqu'il n'y en a aucune, même en cas de stimuli douloureux, la cotation sera de 1. Si jamais, face à un stimuli douloureux, on observe ce qu'on appelle une extension anormale ou extension stéréotypée, ça va être une extension, une rotation interne des membres supérieurs. Les paumes se tournant, elles, vers l'extérieur, c'est vraiment le geste dit de décérébration. Ça serait une cotation à 2. Si jamais c'est une flexion stéréotypée, c'est-à-dire que l'avant-bras se flèche sur le bras, ce qu'on appelle nous une décortication, ça sera une cotation à 3. Si jamais il y a un évitement à la douleur, vous êtes en train de lui écraser par exemple la matrice de l'ongle, il y a une tentative de se soustraire à la douleur de manière pas forcément adaptée ou ne serait-ce qu'une ébauche, c'est un évitement à la douleur, c'est une cotation à 4. Et si jamais la personne a un mouvement de retrait tout à fait adapté, parfois violent d'ailleurs, un retrait fort, que je suis en train de vous mimer, mais comme j'ai pas de retour vidéo, vous risquez pas de le voir, c'est une cotation à 5. Et enfin, si la personne est capable de adapter sa réponse motrice aux ordres simples, si vous lui demandez de lever les bras, de fermer les poings, eh bien c'est une cotation à 6. Le score de Glasgow se calcule donc en additionnant les scores Y, V et M pour avoir un score global. Ce score, une fois qu'on l'aura transmis aux médecins régulateurs ou aux paramédicaux qui nous accompagnent, permettra de classer notre victime selon 4 niveaux de conscience différents. Mais il a aussi des valeurs pronostics concernant les capacités de rétablissement et les risques de mortalité. En vrai, je pourrais passer plusieurs heures à vous parler du score de Glasgow et de également sa version améliorée, le score de Glasgow-Liège, voire la version adaptée aux enfants, mais ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Prenons quelques exemples afin de pouvoir appréhender cet outil. Je prends en charge un homme trouvé sur la voie publique d'environ 40 ans. Lorsque j'ai fait mon approche, je n'ai pas détecté de danger, mais par contre, j'ai pu observer qu'il était allongé et qu'il semblait ne pas être conscient. Il respire cependant, les voies digestives sont libérées et son cœur bat normalement. Lorsque je fais un stimuli douloureux, cette personne ouvre les yeux un peu lentement, de façon un peu torve, et émet des grognements pas très compréhensibles. Il essaie d'échapper à la prise que je lui fais qui est douloureuse, le fait d'écraser la matrice de l'ongle, sans y parvenir. Le mouvement est lent, il y a vraiment un délai d'action. En plus, il est trop faible pour pouvoir échapper au pincement que je lui fais. C'est donc un retrait à la douleur. Il est temps de faire quelques maths. En Y, j'ai donc un score de 2, en V, un score de 2, en motrice, un score de 4. Je retiens 1, ça nous fait 6. Bon, on s'est constitué dans un coma profond. Un peu plus tard dans la même journée, décidément c'est une journée chargée, je tombe sur une femme.
Elle a environ 15 ans. Ses parents sont inquiets car présente un état de conscience altéré. Bon, effectivement, hein, lorsque je l'approche et que je lui parle, je n'ai pas de réponse. Face à un stimuli douloureux, elle ouvre les yeux, elle m'insulte et elle me fait comprendre qu'elle souhaite s'endormir. Et par contre, au niveau de la réponse motrice, c'est tout à fait capable d'échapper à ma prise et de se retourner en chien de fusil pour continuer son sommeil. On sait donc qu'on se retrouve en Y2, V4, M6, touche écoulée, non, c'est pas ça, un score de 12, on est sur quelqu'un qui représente un coma léger ou une somnolence. J'espère que ces différents éléments vous auront permis d'appréhender plus facilement le score de Glasgow. Et pas d'inquiétude si ça vous paraît trop complexe à mettre en place dans une opération de secours. Il est loin d'être essentiel. La VPU donne déjà des informations suffisamment fiables pour pouvoir poursuivre l'action. Et on n'oublie pas dans cette partie neurologique de vérifier la sensibilité et pourquoi pas la motricité des membres. Ok, j'espère que du coup c'est relativement clair sur le bilan d'urgence vitale et ses 3 temps forts que sont le deuxième, troisième et quatrième regard. En parlant du quatrième regard, il ne fait pas que la fin du bilan d'urgence vitale tel qu'on l'entendait avant. Il a aussi une fonction un peu plus détaillée. En effet, depuis tout à l'heure, on parle de bilan d'urgence vitale, et donc de détresse vitale évidente et moins évidente. Sauf que si toutes les victimes qu'on prenait en charge présentaient des détresses vitales, ça se saurait. La suite du quatrième temps correspond donc à un interrogatoire plus précis, plus détaillé, parce que tout simplement on a plus le temps de la plainte de la victime. On va pouvoir creuser profondément quels sont les différents éléments qui l'ont amené dans cette situation et comment est-ce qu'elle le ressent. Si on intervient sur un traumatisme, ça va être la recherche de la nature du traumatisme. Accident de voiture, ok. Est-ce que vous étiez passager? Est-ce que vous étiez conducteur? À quelle vitesse vous rouliez? Est-ce que vous aviez votre ceinture d'attaché? Est-ce que vous avez été projeté? On va rechercher à avoir un maximum d'éléments pour caractériser la nature et l'intensité de l'événement traumatique. Pour les atteintes circonstancielles, l'événement déclencheur. S'il s'agit d'une exposition prolongée au froid, pourquoi? Il était parti en montagne, il s'est perdu. D'accord. S'il s'agit d'une noyade, qu'est-ce qui l'a amené à se noyer? Il était à bout de force parce que X raison. Très bien. Mais également, du coup, les particularités. Combien de temps a-t-il été exposé au froid? Combien de temps a-t-il été émergé? Quelle température? Comment est-ce qu'il était habillé? Est-ce qu'il a pu se mettre à l'abri? S'il s'agit d'une intoxication, est-ce qu'il était coutumier du produit, par exemple en cas d'intoxication volontaire? Quelle dose précise il a pris? Il ne suffit pas de juste dire « Ok, cette personne a pris du paracétamol ». Combien, précisément, quelle quantité, sous quelle forme, en combien de temps? Cette phase représente un véritable travail d'enquête. Et étant donné qu'on a éliminé les détresses vitales, on peut prendre le temps de la faire posément avec notre victime en gagnant sa confiance et en laissant suffisamment de blanc dans notre interrogatoire pour la laisser s'exprimer. Bien souvent, faire confiance à la personne et la laisser s'exprimer permet d'avoir plus d'informations que l'assommer de questions. Pour hiérarchiser notre interrogatoire et pour ne pas oublier des éléments importants, quelques moyens mémotechniques existent. Concernant la plainte principale de la victime, on peut utiliser le PQRST, c'est-à-dire provoqué par ou amélioré par. Je fais un malaise qui a été provoqué par tel événement et en général, quand je fais ça, ça s'améliore. Très bien. La qualité, comment est-ce qu'est la douleur, comment est-ce qu'est la gêne perçue par la victime? La localisation, ok, vous avez mal dans le dos, mais où dans le dos? En haut, en bas, à gauche? Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est plutôt tendineux? Est-ce que c'est osseux? Est-ce que c'est dans la partie lombaire? C'est des informations qui peuvent complètement changer la nature de l'analyse qui va en être fait après par le médecin régulateur. La sévérité également, notamment à l'aide d'échelles d'évaluation de la douleur, on va chercher à savoir quel est le niveau de douleur ressenti, mais également quelle est la forme. Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça pince? Est-ce que ça serre? Et enfin, la temporalité. Depuis combien de temps est-ce que ça vous arrive? À quel moment de la journée, si jamais c'est chronique? Mais est-ce que c'est la première fois? Ah non, ça vous était déjà arrivé il y a quelques années à l'occasion de tel et tel événement. Très bien, eh bien, je le prends en note. Il est également important de réaliser un micro-interrogatoire médical. On va chercher à savoir si la personne a des maladies connues, si elle a été hospitalisée récemment. Alors, son appendicite d'il y a 14 ans, c'est peut-être moins intéressant. Mais si elle sort de l'hôpital il y a quelques semaines ou quelques mois, ça peut être intéressant de le noter. Est-ce qu'il y a des traitements en cours? Des traitements long cours? Est-ce qu'elle les a pris ou pas?
et ou des traitements qui ne sont pas au long cours, c'est-à-dire j'avais mal à la tête hier soir et ce matin j'ai pris tel et tel médicament. Attention, je le précise, la pilule contraceptive est un traitement, il est à noter également. On va chercher également à savoir si cette personne a des allergies connues et quelles sont-elles, quand est-ce qu'elle a pris son dernier repas, et l'existence de facteurs de risque, le tabac, le surpoids, le stress. Cette phase d'interrogatoire plus poussée est ce qu'on appelait auparavant le bilan complémentaire, et qui aujourd'hui fait partie du 4e regard. Si on reprend notre méthodologie ABCDE, ou, je vous l'avais dit, XABCDEF, il existe plein de variantes, et je serais ravi de faire un jour une vidéo sur l'évolution de cette technique, et également son historique, qui est très intéressante, notamment sur le placement des équipes et du matériel qui rentre également dans cette méthodologie, mais on est en train de digresser. Donc si on reprend cette méthodologie ABCDE, on est ici en plein dans le E, l'environnement. Le but est de chercher à savoir si l'environnement représente un danger pour notre victime. Le chaud, le froid, le soleil ou un allergisant quelconque. Le F, quant à lui, recouvre plutôt la partie médicale sur la recherche des antécédents, sur la victime et y compris sur sa famille. Notamment si vous avez quelqu'un qui présente une détresse circulatoire qui vous fait penser à un infarctus ou à un problème coronarien, vous pouvez tout à fait lui demander s'il y a des antécédents dans sa famille de tels événements. On sait qu'il y a un facteur génétique dans la survenue de ces incidents. Et alors là, je vous vois venir. On a atteint le F, le dernier point de cette méthodologie, le 4e regard qui était exprimé au début. Ça fait 36 minutes qu'on l'écoute, vous vous dites, ça y est, on a fini de faire le tour des bilans. Que nenni, il en reste encore un. En effet, la tentation serait grande de se dire, ça y est, j'ai fait mon bilan, j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais apprendre sur ma victime, j'ai fait mon premier, deuxième, troisième, 4e regard, j'ai fait mon X, A, B, C, D, E, F, j'ai assez de lettres pour faire un Scrabble, c'est fini. Oui, mais notre victime peut tout à fait s'aggraver et ou s'améliorer. Ces bilans, une fois qu'ils sont faits, nous permettent d'avoir un état de la victime au moment où on l'a prise en charge. Sauf que, souvenez-vous, on fonctionne en cercle concentrique, en réévaluant systématiquement nos actions. Or, des actions, on en a certainement fait. La mise au repos, l'installation d'attelles sur des traumatismes de membres. Si, sur l'ensemble de ces techniques, on a certainement fait une réévaluation immédiate, je prends l'exemple de l'installation d'une attelle, on va vérifier la motricité et la sensibilité du membre concerné avant et après la pose de l'attelle afin de voir s'il y a eu une évolution. De même pour la douleur. On a pris la douleur avant de poser l'attelle, on va demander à la victime de réévaluer cette douleur après la pose de l'attelle afin de voir s'il y a eu une aggravation ou une amélioration. Et bien de la même manière, on va effectuer ce qu'on appelle un bilan de surveillance tout au long de notre action de secours jusqu'à le relais avec l'équipe qui va prendre la suite. Ce bilan de surveillance ne nécessite pas de refaire point par point ce qui a déjà été fait, mais de surveiller régulièrement les constantes. Les paramètres hémodynamiques seraient plus adaptés. On l'a vu juste avant, il n'y a rien de plus inconstant que ces paramètres-là. Mais de pouvoir vérifier régulièrement l'état de notre victime qui reste sous notre entière responsabilité tant qu'on n'a pas passé le relais à quelqu'un d'autre. Ce bilan de surveillance permet de pouvoir détecter une amélioration de l'état de notre victime et ou une aggravation qui devra à ce moment-là faire l'objet d'une régulation auprès du médecin afin de signaler l'aggravation de l'état de la victime. Ça peut modifier le devenir de celle-ci. Waouh! Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne. Plusieurs fois au cours de la vidéo, j'ai évoqué des moments où je pourrais approfondir plus certains détails sur le monde du paramédical, sur le monde du premier secours. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de refaire ces vidéos. Si vous avez également des pistes d'amélioration, je suis preneur, n'hésitez pas. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo pourrait être utile à certaines de vos connaissances, n'hésitez pas à leur partager. C'est tout l'objet de la création de cette vidéo. Merci à vous.